allons-y. Alors, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Alvaro Quatomenos, Éric Fleury, qui est le directeur du circuit des courses thématiques, et Alvaro qui, lui, a organisé la course NDL, plus tôt cette année, qui faisait partie du championnat de la Coupe Québec. Alvaro, je t'ai déjà reçu, Oui. donc on a déjà une petite introduction sur toi. Ceux qui ne l'ont pas entendu pourront écouter l'épisode MRSQ. Mais Éric, c'est la première fois que je te reçois, alors pourrais-tu nous dire qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de la course? Ce qui m'a amené dans le monde de la course, c'est l'idée de me remettre en forme dans la vingtaine. Okay. Comme beaucoup de participants, les gens ne participent pas peu à des événements, souvent entre 18 et 25, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oui. Ils n'ont pas de voiture. Ouais. C'est souvent, on le voit, c'est la strate d'âge où les gens, on les perd. Ouais. On les récupère à peu près, c'est ça, 26, 27, 28. Puis l'âge moyen en course à pied, là, c'est la plupart des circuits, là, c'est 39-40 ans. Ça donne une idée à peu près. Ouais. Genre, je fais partie de la statistique. Là. Moi, jusqu'à 25 ans, pas d'argent, rien. À un moment donné, je dis, regarde, j'aimais ça courir, je faisais du cross-country, puis j'étais quand même assez rapide. Je commence à me remettre dans la vingtaine à la course, puis je vais un peu partout. Puis là, c'est dimanche matin. Ma conjointe trouvait ça bien cool parce qu'elle dormait, puis quand elle se réveillait, à peu près, tu sais, moi j'arrivais de la course. Fait que ça ne dérangeait pas nos activités. Bon. Fait que ça partit de même. Ouais. Puis à l'époque, c'était pas si longtemps que ça, mais à l'époque, courir.org, puis les courses c'était beaucoup moins de personnes. Ouais. On parle de 200, 300 personnes. Courir.org, je rencontre Jean Joly, qui à ce moment-là était sur le terrain avec Gatorade, puis courir.org. Fait qu'il y avait peu de courses. Les réseaux sociaux n'étaient pas là, puis Internet. Il y avait le calendrier de courir.org et Ischio qui est venu par la suite. Les gens ne connaissaient pas les courses, c'était du bouche-à-oreille, peu d'Internet. Et à ce moment-là, je vais à des courses de 200, 300. J'aide Jean avec son kiosque de courir.org, on parle au monde. Ça a commencé comme ça. Fait que je faisais de week-end à l'autre, je faisais des courses ici et là. Ouais. Puis à un moment donné, il y a une course qu'on va, moi puis Jean, ça s'appelle Tour du Lac-Brome. On s'en va là-bas, on est avec le kiosque de courir.org. Un classique, ça. Un classique, mais nous, on n'était pas organisateurs. Ouais. Moi, ma famille venait de Lac-Brome, on avait un chalet là-bas. Un chalet, puis je suis content, je suis là. Puis l'organisation est petite, puis l'organisatrice, pour plein de raisons, est tannée. Puis elle dit, hey, ça vous tente-tu d'organiser là? Mon garage est là, le stock est là, moi je suis tanné, je laisse ça, bye! C'est ça, fait que là, Jean, il me regarde. Une entrée un peu forcée. Jean avait plus de temps que moi. Il me regarde, moi j'en vois pas tremplin, il me regarde, qu'est-ce que t'en penses, mais c'était tout petit, tu sais, c'était pas ce que tu veux. 200 personnes. 200, 300, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Puis une clientèle anglophone, les gens de l'endroit. Il dit, Eric, peux-tu nous faire un budget? Parce que j'étais plus un gars de chiffre, fait que peux-tu nous faire un budget? On peut-tu voir comment ça se passe? C'est correct. Puis Jean décide de partir une équipe pour le Lac-Brome, puis j'en fais partie. Puis ensuite, là, ça commence à lever, tranquillement. Là, c'est milieu des années 2000. Fait que ça commence comme ça. Puis Jean-Yves Cloutier se joint à l'organisation. Puis il amène l'organisation Jean-Yves Cloutier, qui est très connu, est organisateur. Ouais. Il a amené l'organisation à un autre niveau. Puis j'ai appris beaucoup avec lui. Comme organisateur. Là. Les deux ont travaillé ensemble. C'est quelqu'un d'organisé. Puis là, le mouvement, la course à pied, prend son envol. Mm-hmm. Dans quelles années en ce moment? On parle des années 2007. OK. Ouais. Prend son envol à ce moment-là. Puis ça vient avec Internet, les réseaux sociaux. Ouais. Fait que c'est ça qui a permis beaucoup de bouche à oreille de faire grandir. Puis là, moi, je suis bénévole. Évidemment, je suis bénévole dans l'organisation. Même je fais partie de l'organisation, on aime ça. Chaque année, c'est un peu quelque chose de rituel. Puis à chaque année, ben, le nombre de participants a grandi, mais aussi l'organisation aussi, puis ce que ça demande.
Ouais. Fait que, à un moment donné, c'est où tu tranches quand tu es bénévole puis que tu ne l'es plus. Ben, c'est ça, un moment donné, c'est de la job, là. Faut vivre, hein? Ben, C'est c'est ça. ça. C'est ça, au nombre d'heures que tu dois mettre, à un moment donné, il faut que tu te dises, mais là, moi, j'ai aussi envie d'avoir une vie, fait qu'il faudrait peut-être que j'ai des revenus de ça pour que je puisse vivre ma vie après. Là, Si c'est pas toi qui le fais, c'est ton entourage qui va le faire pour toi. C'est ça. Ta conjointe va te dire écoute, là, ça va faire. Soit que tu passes à nous, ou si tu penses juste à toi, ben, tu me diras. Tout de quoi parler, hein? C'est ça. Exact. Fait que c'est un peu ça qui arrive un peu dans cette mouvance-là. Ouais. Tour du Lac-Brome, à chaque année, ça grossit. Une année, c'est rendu à 4000, 4500 participants. C'est différence. Puis là, dans la colonne de nombre d'heures, je suis rendu à 1000. Fait que là, c'est c'est... Wow. Parce qu'on n'est pas aussi efficace. C'est ça aussi. Tu commences, tu fais tes... C'est Alvaro le voit, tu commences, tu travailles beaucoup. Tu fais tout. Tu fais Tu veux tout faire. Tu veux être partout, tu veux mettre ton nez partout et à un moment donné, il faut apprendre à déléguer. Là. Ouais. Ça, je pense qu'on va en on parler. va s'y mettre bientôt. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis en 2013, le Lac-Brome est rendu... on a monté une bonne équipe. On commence avec... puis 2013, le Coupe du 30 avec Éric Fournier, ça tombe. Puis nous, on trouve que le circuit d'Éric Fournier... moi, j'y allais justement les dimanches, tout ça, puis je trouvais qu'il y avait de bons atouts. Et il y avait peut-être des petites choses à corriger. Puis... mais ce qu'on aime, c'est toute l'équipe, on demeure pas loin. Fait qu'on pense que géographiquement, c'est ça qui est le plus important. Là, c'est quand on pose la question au coureur, quel est le premier critère qui fait que tu vas aller à une course? Proximité. Ça ressort 100 fois, mais c'est la même chose pour l'équipe. Ouais. Moi, j'enverrais pas une équipe. On a eu des propositions d'organiser ailleurs. Ça ne tiendra pas à route. Ben ouais. C'est fou que tu approches. Parce que vous, il faut en plus que vous arriviez comme 5 heures, 4 heures avant même que le premier départ ait lieu ou quelque chose. Là, quand vous c'est la journée précédente. C'est la veille et l'avant-veille. Non, c'est ça. Le matin, dans notre pensée, nous, le matin, c'est juste la switch on. Ouais. Tout est monté. C'est vraiment que la veille, l'avant-veille, tout est arrivé, tout est placé. Et puis, fait que c'est vraiment du travail. C'est l'équipe aussi, ça dépend de ton équipe. Moi, c'est une équipe qu'on voulait multidisciplinaire, mais aussi on veut des gens qui ont plusieurs activités en même temps. Fait que ça fait que les gens travaillent pendant la semaine à temps plein. Fait que le vendredi soir, le samedi, tu travailles sur l'événement, à la préparation, puis dimanche, l'événement. Ouais. Et on va justement, maintenant qu'on a un peu une introduction sur qui tu es, on va maintenant passer au sujet de ce podcast qui est comment organiser une course. L'idée est un peu venue, c'est Alvaro qui m'a contacté suite un peu ton podcast sur, sur le marathon de Montréal. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont contacté justement à ce sujet, entre autres pour me dire qu'en effet, l'eau goûtait vraiment pas bon. Donc, moi, j'avais pas goûté parce que moi, j'étais chanceux, j'avais mes bouteilles. L'eau, je la mettais juste sur moi. Mais apparemment, c'était pas anecdotique. Donc, ben, si jamais ça vous tente, envoyez-moi un message, dites-moi si elle goûtait bon ou pas. Juste pour que j'aie une idée, parce que ça se peut que si elle goûtait pas bon, tout le monde m'a dit qu'elle goûte pas bon. Puis là, en fait, ça se peut que c'est juste du monde qui sont piqués. Mais à date, je serais rendu à 5-6 personnes piquées. Donc, je doute que c'est le cas. Et c'est ça, dans le fond, j'ai fait cet épisode un peu pour... entre autres pour ventiler et aussi pour essayer de souligner un peu c'était quoi les problèmes avec ce marathon. Et ça a permis un peu de faire ressortir le fait que ça prend une organisation qui est très tight quand on fait un événement. Puis il y a beaucoup de critères. Puis tu sais, c'est ça, je veux pas seulement bâcher sur l'organisation du marathon de Montréal. Tu sais, c'est clair que ça doit être un méga casse-tête, organiser ça avec le nombre de personnes qui participent. Mais c'est clair dans ce cas-ci qu'il y a eu quand même des endroits qui n'ont pas été... c'était pas, il y avait des endroits qui n'étaient pas têtes, il y a des endroits qui avaient des problèmes, puis c'est pour ça qu'on a eu un délai de 50 minutes. C'est pour ça que les élites, c'était un peu n'importe quoi notre parcours. Puis même, pas juste les élites, j'ai du monde qui courait le marathon en 3h30, qui est un temps rapide, oui, mais que c'est même pas, on dirait, élite. Puis ce monde-là ont eu le même problème que nous, les élites, de se faufiler à travers du monde. Donc, nombreuses défaillances. Puis,
Là, il y a eu un mort, justement, c'est sûr, les morts, souvent, on dit, tu sais, statistiquement, tu risques d'avoir dans une grosse course avec beaucoup de monde, tu risques d'avoir un incident autre qui n'est pas nécessairement ta faute. Mais là, dans ce cas-ci, il y a une enquête parce qu'apparemment, ça a pris 25 minutes pour aller à un gars qui est à 1 km de l'arrivée. Que ça, il y a une défaillance là, parce que c'est clair qu'il y a des manques de communication de l'équipe. Donc, c'est très important, non seulement pour le bien-être des participants, juste d'être confortable, de ne pas avoir à attendre 50 minutes puis être bien, mais aussi pour la sécurité, juste si tu as quelqu'un qui a un incident, que ton organisation soit prête à répondre à tout ça. Mais on va y aller, on va partir. J'aimerais on parte un peu du début. Comment est-ce qu'on fait pour organiser une course? D'abord et avant tout, je pense que Eric doit partager mon avis, tout le monde dans le monde de la course, surtout dans l'organisation des courses, on veut que ça aille bien à Montréal. Parce que c'est une porte d'entrée pour bien des coureurs qui, eux, commencent à courir. Comme tu l'as dit, je pense, dans un commentaire, c'est la pépinière des courses à pied. Donc, on a tout intérêt à travailler ensemble puis s'entraider. C'est ça le but, là. On veut justement que la course à pied progresse au Québec. Puis, quand Montréal va mal, ça va, si on veut, de forcer à tout le monde à se remettre en question et à voir un peu comment on peut faire pour mieux donner des événements de meilleure qualité. Là. Puis on veut ça, parce que ça, comme tu dis, si la personne, c'est la première fois, elle fait un 5 ou un 10 kg dans le cadre du demi-marathon ou du marathon de Montréal, puis que là, le parcours était short cette année. C'est ça, vraiment short, c'est pas normal. T'sais. Souvent, le monde, ils disent mais là, c'était trop long sur Strava. Ouais, mais c'est parce que t'as pas fait tes tangentes parfaitement, Strava est pas parfait. J'aurais dû y aller, j'avais fait un PB sur Sportstar. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Là. Mais tu sais, quand c'est rendu, t'es short de 100 mètres sur un 10 kg, là, il y a un problème. Là, c'est, fait que bref, tu sais, comme puis en gros, j'ai entendu dire d'autres affaires aussi, bref, mais que. Si t'as pas de belle expérience sur un 5 ou un 10 kg quand c'est ton premier, c'est ça. C'est quoi tes chances après ça d'aller t'inscrire à une autre course? Puis c'est ça, Montréal, c'est la course parce que tout le monde en parle. Fait que c'est là que tu vas avoir du monde qui vont être initiés à ça. Fait qu'on veut qu'il y ait une belle expérience, c'est ça. Exact. Fait que c'est ça, c'est important. Fait que ouais. Regarde cette année, 19 000 participants versus 34. Ouais. Comme tu dis, la plupart des participants, ils font une course ou deux par année. Ouais. Si l'expérience au Marathon de Montréal ne donne pas le goût d'aller ailleurs, ben c'est toute l'industrie qui perd finalement. Tout à fait vrai. Donc nous, notre circuit, on le ressent, que ça a descendu un petit peu. Ouais. On le ressent complètement. Là, il y a des années où ça a été très très bon. On voyait les inscriptions rentrer, parce que les gens cherchent d'autres événements semblables. Mais on pense que Montréal a vraiment un impact, puis va être capable de. Il faut qu'il soit capable, en fait, là, de reprendre sa place. Là. Ouais. On peut être, nous, alentour, on peut être un support à cette organisation-là, dans le sens que notre circuit à nous, on a des événements qui sont préparatifs au Marathon de Montréal. Ouais. Comme le 30 km des Rives, là, c'en est un qui est préparatif. On peut même aider à remettre l'événement sur la track. Là. Mais effectivement, il y a des choses, il y a des questions que l'organisation doit se poser de base sur l'organisation d'une course. Puis j'imagine qu'on va être capable d'y répondre. Ouais, j'espère, mais à la base, c'est clair, il va falloir que, tu sais, parce que je sais que ça part de la compagnie en haut, qui eux décident combien d'argent ils vont avoir pour la course. Puis c'est clair qu'il va falloir qu'ils arrêtent d'être cheap, parce que c'est ça qui arrive, à chaque année, ils coupent. Puis à un moment donné, t'as plus de bénévoles. Fait que ça, c'est clair que ça va être une nécessité. Puis tu sais, tu peux être aussi bien organisé que tu veux. À un moment donné, si t'as pas assez de staff, tu peux pas, ta course, tu peux pas la runner. Puis c'est ça qui est arrivé, moi j'ai l'impression, avec les marathons. On va voir c'est quoi. Il y a aussi le phénomène du marathon de Montréal, mais il y a également beaucoup de gens se sont improvisés pour faire des courses à n'en plus finir. Parce que c'était comme une certaine mode. À un certain moment, il y en avait 7 ou 8 événements simultanément. Ce qui a créé une certaine pression. Et peut-être que des gens qui ont vécu une première expérience avec des petits événements où ils se sont sûrement dit, ben finalement, tant qu'à payer 40-50$ pour ça, ben, je vais aller courir gratuit. Donc pourquoi, et oui, les gens disent pourquoi je paierais pour
pour courir si je peux le faire. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça prend pour créer un événement de qualité, que les gens comprennent c'est quoi la valeur de cet événement-là Ouais. et tout le processus par lequel on doit passer pour que l'événement soit sécuritaire, dans les règles et en quoi tu dois le faire pour te démarquer, mais pour que les gens vivent vraiment une vraie expérience. Oui, pour qu'ils comprennent, le 30-40$ que j'ai mis, c'est à ça qui a servi. Ouais. J'ai eu des toilettes de mon départ. Mon parcours était bien mesuré, j'avais des stations, ceci, ça. Mais c'est ça, dites-nous dans le fond, c'est quoi le processus, comme d'où ça part au départ. Moi, je vais y aller avec un petit. Je vais en profiter parce que moi, c'est dans une petite course, plus petite course que ce que fait Ouais, Eric. ça donne une bonne intro. Ouais, une petite intro. Et bon, Eric, il va prendre comme mes micro-exemples pour en faire des macro-exemples, si je peux dire ça comme ça. Moi, je fonctionne énormément avec des feuilles parce que la technologie, elle peut nous aider, mais moi, j'aime ça avoir un regard, une perspective de tout. Alors moi, je suis l'éternel, je prends des notes, j'écris tout, puis je visualise un peu. Et pour organiser, exemple, la course NDL, d'autres petites courses que j'ai organisées, j'ai passé par, si on veut, 4 grandes étapes. La première étape, c'était comme un peu la réflexion. Hey, on fait une course? C'est comme un peu la base. Pourquoi on l'a fait? Choisir la date. Visualiser un peu dans cette date, est-ce qu'il y a une certaine concurrence, est-ce que ça concorde avec une espèce de calendrier, les conditions climatiques au Québec, on n'a pas le choix de le réfléchir aussi. Alors on ne peut pas faire ça n'importe quand parce que ça implique des choses. Le lieu, parce qu'il faut des ententes avec des villes, le réseau de coureurs autour, est-ce qu'il y a une certaine proximité et une infrastructure pour accueillir l'événement. Alors tu ne peux pas décider de faire ça n'importe où. Alors il faut avoir une réflexion là-dessus. Et la distance, de petit événement, gros événement. Si je prends un gros événement, ben, ça prend une logistique beaucoup plus imposante. Alors on ne peut pas s'improviser, on organise un marathon. T'sais, ça y est, 42,2 km. Non, alors parfois, on a des choix déchirants. Moi, à la course NDL, on me le pose à chaque année. « Hey, quand est-ce que le demi-marathon? » Moi, dans ma tête, je sais déjà la réponse. Je sais que c'est non. Ouais. Mais je leur dis pas immédiatement en disant ben, regarde, il faut voir, si vous avez, ça peut être une course préparative au marathon de Longueuil, puis comme ça, je leur introduis d'autres événements. Parce que je pourrais pas bien m'en occuper de ces gens-là. Ouais. Des fois, il faut accepter de ne pas nécessairement grossir pour rester un événement de qualité. Alors ça, c'est l'étape idée-réflexion. Je vais enchaîner avec par la suite ce que c'est représentation, mais comment toi, Eric, excuse-moi, je pose la question, toi, comment ton idée de démarrage d'un événement se fait? C'est un peu à savoir un peu ce que tu dis là. On a des outils qui sont là, qui sont disponibles. Régent Gagné des Skios, là, il nous aide beaucoup. Il faut que tu aies un travail d'analyse de base. Moi, j'étudie au HEC, là, mon petit doigt en l'air. Là. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce que tu étudies au HEC, c'est que je veux dire, c'est que tous ces outils-là, ce que tu apprends à l'école, à l'université, l'école de la vie aussi, ça te sert. C'est quoi ton plan, comme un vrai plan d'affaires? Moi, quand j'arrive à une ville, j'ai un plan d'affaires. J'ai vraiment un plan d'affaires. J'arrive, je dis, nous, on a des frais de gestion parce qu'on est au SBL qui sont raisonnables. Puis, on a un budget. Voici c'est quoi notre idée de départ. On a fait une étude de marketing. On a regardé, puis encore là, c'est pas aussi élaboré que... Mais tu sais, c'est avec le milieu, avec la connaissance du milieu. Puis aussi, c'est savoir, comme moi, dans mon cas, pour la série, il faut que j'aille un rayon de 100 000 personnes alentour. Parce que c'est pas tout le monde qui est dans la course à pied. C'est pas tout le monde qui est coureur. Fait qu'on regarde, nous, ce rayon de 100 000, puis on se dit, nous, dans notre cas, on vise 1000 participants ou plus. C'est un peu, nous, on part un peu comme ça. Et puis après ça, on regarde les distances, mais aussi les courses qui sont en place, puis quand. Ça, c'est la première des choses. Puis quand tu parles de la ville, ça peut être après ça, souvent on est approché par les villes, mais il faut que le courant passe aussi avec les intervenants de la ville. On a plus de tendance à faire des alliances avec les villes où il y a des personnes qui connaissent le milieu de la course, dans la ville.
parce qu'on doit faire face à des préjugés. C'est certain. Il y en a Comme... est-ce qu'ils viennent pour... C'est quoi les motivations de l'organisation? Est-ce que c'est des rock'n'roll c'est ça. Aussi qui veulent sont là pour le cash puis qui vont nous saccager notre place? Puis... C'est un peu ça. Comment ils vont réagir quand nos citoyens ne seront pas contents? Est-ce qu'ils vont être capables d'organiser en tenant compte du fait que justement, il ne faut pas encadrer la ville dans nos parcours? Faut pas les ceinturer, c'est ça. Que plus personne peut rentrer ou sortir, la quarantaine. Parce que c'est eux qui paraissent mal en ligne, je les comprends. Ben oui, ils vont recevoir tellement de calls. Ils vont coûter les services d'urgence, services de police. Dans notre budget, puis des fois ça choque un peu les villes, mais après ça, ils sont contents. Dans notre budget, nous on met le budget ville, selon ce qu'on nous on pense. Puis on travaille fort à le réduire, pour que ça coûte le moins cher possible à la ville. Puis la ville, dans le fond, c'est quoi qu'elle va payer? Est-ce que c'est elle qui paye la police? Est-ce que c'est vous qui payez la police? Parfois oui, parfois non. Okay. Ça dépend des ententes. Mais la ville va donner des cols bleus qui vont placer des barricades, placer le matériel. Mais ça dépend aussi. Il y a certaines villes qui vont, elles, vouloir réellement participer et d'autres vont tout simplement souhaiter être présentes pour rayonner, mais c'est ça. C'est tapé la pour remettre les prix à la fin. Puis... c'est variable. Vraiment variable. Tu as des villes comme Lac-Brome, où c'est de loin le plus gros événement au point de vue tourisme. C'est sûr que Lac-Brome, eux, ils ont intérêt à embarquer dans l'événement. On dépasse de loin tout ce qui est culturel. Fait que ça amène beaucoup de gens. Puis, maintenant, ensuite, il faut que tu sois outillé. Dans le sens que quand tu arrives à une ville, tu dis, nous, on apporte 4000 participants, puis on va amener 2000 personnes qui accompagnent. Puis là, il faut que tu leur vendes un peu ta salade en dire, est-ce que ce monde-là, ils viennent juste pour l'événement ou bien ils vont revenir? Mais, donc là, il faut que tu aies des sondages que tu dois faire, que tu dois payer. OK, c'est fou. C'est quand même, tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, organiser une course, c'est comme... tu as l'aspect logistique, mais j'avais jamais pensé à cet aspect-là de... faut que tu convainques la ville un peu que... Si tu ne donnes pas le permis, tu peux pas courir. C'est ça. OK, mais il faut vraiment que tu la convainques que ce monde-là, ils vont rester, ils vont dépenser, c'est ça. OK. Fait que c'est au niveau des retombées économiques, ça fait partie de ton processus de dire, on a tant de retombées. Les gros événements que nous, on a Grimby, on a Lac-Brome, Marathon de Longueuil, c'est sûr que les retombées économiques, mais aussi sociales, comme par exemple, ça fait bien paraître la ville de Longueuil d'avoir son marathon. C'est une ville qui en avait de besoin, d'avoir quelque chose de sportif, de majeur. Puis tu encourages le sport chez cette ville-là. La ville avait adopté une politique de saines habitudes de vie, donc il fallait vraiment un peu passer de la parole aux actes. C'est une façon un peu de... Très concrète. C'est ça, exact. Puis l'autre chose, tu dois tenir compte des motivations personnelles à toi, mais aussi de tous les gens qui t'entourent. Comme par exemple, le contexte que nous, on a, c'est que la plupart, on travaille temps plein. Avero travaille comme professeur, moi je travaille, beaucoup de travail. On ne pourrait pas avoir 8 Lac-Brome dans l'année. Les gens me disent, je vais avoir un gros événement, 1, 2, 3, mais plus que ça, là, Eric, là, ça commence à être un peu trop. C'est ça aussi qu'il faut tenir compte. Là. C'est là qu'on arrive un peu, je pense qu'on a chevauché à ma deuxième étape, moi c'est les représentations. Trouver une équipe, s'entourer de gens, présenter le projet aux villes, aux élus, aux partenaires potentiels, dresser un plan financier, pas le choix, là, un peu réfléchir à combien ça va coûter, et commencer à sonder, demander des soumissions. Et là, il y en a des dépenses pour une ville, pour une course. Chronométrage, médaille, collation, dossard, photographe, et j'en passe si tu décides de bonifier le service. Alors ça, c'est un peu la base, là, parce que tu veux que les gens aient un souvenir. Et bon, il y a des choix qui doivent se faire. Maintenant, avec l'environnement, à ce moment-là, on ne peut plus acheter des bouteilles en plastique. Il faut y aller autrement. Donc, il y a plein de... faut s'ajuster. Alors ça, c'est juste... OK, on commence. On le sait que la course a lieu. On veut la voir. Mais maintenant, je m'assure qu'elle soit réfléchie de la bonne façon. Parce que ça, c'est comme un peu... T'es plus passer de l'idée, là, tu commences à agir et là tu commences à planifier. Puis là, la planification, là, excusez, je parle vite, là, mais parce qu'on faut que je parte tantôt. On va courir. Donc, à ce moment-là, il faut que en parlant de l'équipe, moi, j'ai dressé des chefs d'équipe, mais
des fois, c'est la même personne qui fait 2-3 trucs et pour Eric, qui a un événement de plus grosse envergure, là, lui, ça va être une personne par dossier. Alors, un chef d'équipe pour le parcours, plan d'urgence, sécurité, certification, mesures. Une personne pour contacter la ville, la police, les citoyens touchés par l'événement, adresser des lettres ou des publications, s'assurer que les gens sachent. Accès à votre maison. Trouver des commanditaires, trouver des exposants, meubler l'endroit, faire en sorte que l'endroit soit une belle ambiance. Tu arrives là, puis il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il faut faire en sorte qu'il y ait quelque chose. Ça, je me souviens quand j'étais arrivé à ta course, ça m'avait marqué. On arrive en auto, là, on débarque. Puis là, il y avait la musique, t'avais All Star, la musique de Shrek qui jouait Smash Mouth. Au maximum. Moi, j'étais crampé. On était à Saint-Lambert avec un photobooth qui disait j'ai fait du bruit à Saint-Lambert. C'est ça me fait tellement rire parce que Saint-Lambert, ils ont la réputation de. Tu sais, ils chialent souvent après la ronde, qui faisait trop de bruit. Puis là, t'avais sa blague. J'avais cette pancarte et je cherchais le maire pour lui faire une photo avec, mais je pense qu'il aurait dit non. Ça, c'est drôle. Quelqu'un qui s'occupe de la publicité, la promotion, les réseaux sociaux. Et ça, évidemment, dans mon cas, c'est moi qui s'en charge. Ouais. Mais c'est gargantuesque comme travail. Là. Ouais. Eric, il y a quelqu'un qui s'occupe de cela en exclusivité à temps plein. Ouais. Des bénévoles, des points d'eau, eau de service, que ce soit halte garderie, lapin de cadence. Bon, le volet élite, l'invitation, inscription, répondre aux questions, le contact pour les médias, le contact pour les dignitaires que tu invites, l'animation du jour J, système de son, les départs, jumeler le tout avec une compagnie chronométrage pour qu'ils se parlent. C'est important qu'ils se parlent. Les podiums, dresser un horaire détaillé de l'événement, finance, gérer les inventaires que tu peux avoir, et juste planifier le jour J. Et j'imagine que j'en oublie parce que c'est tous des trucs que j'ai écrits sur un coin de table, mais c'est des trucs qui sont automatiques. Moi, mon aide, étant donné que la première édition, ça a été l'enfer, il fallait que je fasse tout ça à mesure, mais maintenant, je me suis mis des notes à telle date, ça doit être réglé, à telle date, ça doit déjà être fait. Puis ça, c'est un casse-tête mental, mais après, tu te rends compte que, et comme Eric me l'avait dit, les gens qui organisent des petites courses et qui le font de façon bénévole, ça dure 3 ans. Parce qu'après 3 ans, là, il y en a. Il y en a un casse. Ben oui, parce que c'est énormément de responsabilités. Ben c'est ça, puis si c'est bénévole, si t'es pas payé pour toutes ces heures-là que tu mets là-dedans, crime, c'est... À un moment donné, c'est beau le bénévolat. Ouais, mais... c'est beau avoir une passion, mais à un moment donné, t'as derrière toi une famille, t'as des gens qui se disent, bon, là, t'es encore là-dessus, il faut que tu répondes. Tu peux pas répondre demain, mais tu sais que cette réponse, tu l'attendais depuis 2 semaines, tu sais que tu la réponds tout de suite, t'as la personne là. Ouais. Puis des fois, les gens répondent pas à leur courriel, ou tu l'as à ce moment-là. Tu viens de voir la réponse, c'est OK, elle est sur son ordi. Sur son ordi, c'est là que ça se passe. Donc, ça, c'est juste avant le jour J. Là. Ouais. Alors. J'ajouterais aussi que une des choses, c'est t'as-tu dans ton coffre à outils personnel, t'as-tu ce qu'il faut pour organiser. Et puis il n'y a personne de meilleur qu'un autre. Ouais. Mais il y a des choses qui font que peut-être c'est pas fait pour toi. Comme par exemple, je dirais pas non, mais j'ai connu des organisateurs qui dormaient pas 3 semaines avant l'événement. Ouais, c'est trop de stress, trop de pression. Puis aussi, est-ce que tu vois la critique? Ouais, est-ce que tu es capable de la prendre? Ouais. Si tu dors pas avant, moi je dis t'es pas dans le bon domaine. Ouais. Tu sais, carrément, je dis même si t'aimes ça, peut-être que ton rôle c'est de rester comme un bras droit, d'avoir quelqu'un qui va prendre la pôle pour toi. Ouais. Puis là, ben, tu vas être content parce que ton événement va perdurer. Ouais. Parce que nous, quand on embarque dans un projet, c'est minimum 5 ans. C'est ça qu'on se dit. T'es-tu prêt à embarquer pendant 5 ans dans un projet si, comme on parlait, nous, on voit que la durée de vie, là, si c'est pas bien entouré, c'est 2 à 3 ans. Ouais. Fait que là, après ça, puis ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je l'ai vécu parce que je suis rendu à une 50aine d'événements. Mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi à dealer avec le stress de l'organisation, savoir comment réagir, parce qu'il arrive des trucs là, qui vont faire en sorte que « Wow, j'avais pas prévu ça, comment je réagis, puis comment que ton équipe va réagir aussi. » Est-ce que parce que telle chose arrive, tu vas être perçu comment l'organiser? Des fois, c'est pas de ton ressort. Ouais. Mais tu sais qu'il y en a qui vont te percevoir comment l'organiser parce que c'est arrivé. Parce qu'au bout, c'est ton nom, c'est ça. Puis ça comprend les fournisseurs. Moi, les fournisseurs, c'est très, très critique, les fournisseurs, le choix des fournisseurs.
comme par exemple au niveau du chronométrage, on a SportStats. Ouais. C'est clair que tu veux t'entourer des meilleurs, que ce soit à tous les niveaux. Ouais. C'est qui les meilleurs dans leur domaine respectif? Puis même si ce sont les meilleurs, moi, SportStats, j'exige que ce soit leur équipe A. OK. C'est A1. Ouais, leur A-team. Là. Ouais. Fait que peut-être qu'ils vont me trouver, des fois, ils me trouvent fatigant parce que je suis vraiment, vraiment exigeant. Ouais, On a un circuit. ces gars-là. J'y veux. Ouais. Les meilleurs, tu les vois. Là. Ouais. Tu vois c'est qui sont le plus capables de réagir. Moi, je l'exige, puis SportStat, on s'appelle régulièrement. Ce qui s'est mal passé, parce que même si ce sont les meilleurs, il y a des erreurs, des choses qui arrivent. Ouais. Après les événements, je fais toujours une rencontre rapide. Des fois, c'est 5 minutes, des fois, c'est 10 minutes. Qu'est-ce qui a mal été? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Puis pourquoi? Il faut être structuré, mais aussi, il faut qu'il y ait un commitment de leur côté, même si c'est la référence. Ouais. Des fois, de dire, écoute, il y a des choses qu'eux peuvent améliorer. Puis des fois, c'est nous, dans notre mesurage, ou de l'emplacement, de l'arche de départ ou d'arrivée. Des fois, c'est nous qui causons des problèmes aussi. Mais que ce soit ça, SportStats, mais que ce soit aussi les chandails, les médailles. Si les chandails arrivent puis sont pris sur le bateau, ben, t'as l'air de ça, t'as l'air mal organisé. Ouais. Si ton fournisseur n'est pas capable d'avoir un backup, moi, je suis très exigeant, mais si j'ai un fournisseur de chandail puis de médailles, la première chose, c'est si c'est pris sur le bateau, il faut que tu t'arranges pour m'en faire produire des chandails ici, puis on s'arrangera par la suite. Ouais. Ça, c'est plein de choses. L'autre chose, c'est t'as le repas, t'as la collation. Ouais. Nous, on offre quand même un repas qu'on pense qu'il est de plus en plus complet. De ce que j'ai compris, là, de ce que j'ai entendu, oui, c'est ça. Un bon repas, là. Ouais, c'est pas des petites bananes puis that's it, là. Non, c'est si les gens payent, puis l'autre chose, ça vient avec l'ambiance. Ouais. Si t'as l'avant-course, où les gens sont stressés, puis ça, faut le comprendre. Les gens sont stressés, tout ça, puis il faut leur créer un climat où est-ce qu'ils sont confortables avant la course. Nous, on a notre animateur, là, Jean-Pierre Champagne, que tout le monde connaît. Là. On pense que c'est aussi, il est très très bon dans l'industrie, puis il sait quoi dire, quoi faire pour informer les gens, puis les mettre à l'aise avant le départ. Mais tu as l'après. L'après, c'est un moment que les organisateurs vont sous-estimer. C'est souvent le petit lunch, puis va-t'en chez toi. Je pense que ça, c'est une grosse erreur que les organisateurs vont faire. Parce que c'est le moment qu'ils vont jaser de la course. Qu'est-ce qui s'est passé? Même les photos, tout ça, ça peut être payant à long terme, dans le sens que ces gens-là ont des photos à fleur des places où ils vont pouvoir s'asseoir, une musique, un bon repas. Puis si tout ça va ensemble, ben là, tu vas avoir une expérience complète. Et c'est la température de ton côté. Mais ça, on ne peut pas la contrôler. Moi, c'est une chose que je trouvais, quand j'allais courir les dimanches, que je trouvais plate. Tu fais ta course. Moi, j'étais pas très rapide, mais j'étais correct. J'étais dans le milieu. Là, Puis là, j'arrivais, le petit lunch, puis il n'y a rien d'autre. Puis bon, ben, je vais y aller. C'est ça. Je vais y aller. Puis je parlé à personne. Puis j'aurais aimé ça parler à tout le monde. Puis j'avais rien. Non, moi j'adore ça. Avant la course, je jase pas trop, je suis un peu dans mon affaire, un petit peu. Salut, ok. Souvent, je vois des organisations où, par exemple, juste les podiums, ils ont lieu tellement à la fin de l'événement où tout le monde est parti. Puis même les gens qui ont gagné sont partis. Donc c'est complètement absurde parce qu'ils sont pas capables de faire deux choses en même temps, de se dire ok, là, la course n'est pas tout à fait terminée, mais c'est pas grave, on peut enchaîner. La majorité des gens ont terminé. On reste dans l'ambiance, ou sinon ça fait ok, j'ai terminé ma liste, tout le monde est rentré en sécurité. Parce qu'évidemment, il y a un certain soulagement en tant qu'organisateur, c'est fini. Non, c'est clair. Ok, maintenant c'est le tour des podiums. Non, mais là, trop tard, là, c'est parti. Alors, il faut être capable de jongler ça. Là. C'est pour ça. Pourquoi? C'est à cause de ça. Il y a aussi, moi j'ai participé à une course, c'était le Masqué Courant. Là. Il y a eu plusieurs organisations du Masqué Courant. Là. Puis il y a une année que c'était une des organisations qui l'avait repris. Puis je me souviens, écoute, c'est aux 10 km. On arrive, on donne tout à la fin, tu sais. Puis là, on arrive, on est supposé arriver. Mais là, j'ai un bénévole qui nous crie non, il y a 200 mètres de plus. Puis tout le monde avait tout donné, là.
Je te jure, après l'événement, il n'y avait personne. Tout le monde avait quitté, pas parce que le lunch n'avait pas d'ambiance, parce qu'il était furax. Et le monde était fâché sur le podium, il n'y avait personne, le monde avait boycotté. Mais tu sais, c'est sûr que dans ces années-là, 2007, 2008, 2009, la compétition était plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus fun, tu sais. Mais à ce moment-là... Ben oui, le monde qui donne tout, puis là, ils n'ont plus de jambes. Plus de jambes, plus rien. Ça avait coupé les jambes de tout le monde. J'avais jamais vu ça sacré, entendre du monde sacré autant à l'arrivée. Le point des airs, puis je te jure que ça, c'est comme... Non, ça, c'est quelque chose qu'on va éviter. Fait que ça fait partie des éléments que faut que tu aies des mesureurs qui sont vraiment, vraiment compétents. Puis sûr que quand tu mets une borne kilométrique, elle est en bonne place, tu as le X à terre, puis c'est mesuré de la bonne façon avec un compteur Jones. Tout doit être planifié. Ben c'est ça. Parce que si moi, je vais garder le bashing. Je vais basher Montréal. Je vais pas vous mettre dans la barre, mais moi, je vais basher comme je veux. Parce que j'ai vécu ça. Pour de vrai, je regarde pas trop les compteurs personnellement. J'avais ma montre GPS et tout. Mais de un, ça a pas l'air que c'était bien mesuré. Peut-être c'est parce que je faisais tellement de zigzags à travers le monde, mais il y a beaucoup de monde qui ont dit que le marathon et le demi c'était un petit peu plus long. Puis le 5 puis le 10, le jour d'avant, était short. Puis ça, c'est pas normal que ça soit short sur Strava. Strava, ça te rajoute de la distance. Ça va pas t'en enlever. Fait que là, je pense qu'ils ont mal mesuré. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a qui disent que c'est à cause de des changements de dernière minute. Mais tu sais, il faut que tu sois capable de t'adapter, c'est ça, à la dernière minute, d'avoir la bonne distance. Parce que sinon, c'est quoi, là? Puis si t'as 10 000 coureurs qui vont faire la mauvaise distance, là, c'est pas le fun pour eux ils disaient j'ai un record personnel. Mais je sais pas si c'est un record personnel. C'est l'importance d'avoir des parcours certifiés. Les gens savent pas. Une certification de parcours, ça veut dire qu'il y a vraiment un professionnel qui doit mesurer pas en vélo, pas en voiture, même pas en courant. C'est avec, en marchant, peut-être joguant avec un compteur Jones qui, lui, ne se trompera pas. Lui, il va vraiment faire la tangente, il va prendre la courbe au minimum possible pour s'assurer que les meilleurs coureurs qui font exactement ça, ils vont faire la distance exacte. Puis c'est très important, ça. C'est un peu à la base, mais il y a tellement de choses qui sont la base dans une organisation, mais d'avoir la distance, c'est super important. Puis c'est ça, peux-tu dire, on jasait un peu avant de ça, mais c'est quoi, comment tu fais pour tes courses pour t'assurer que ça sont bien mesurés? On a Louis-Philippe Garnier, que beaucoup de personnes connaissent dans le milieu. C'est notre mesureur officiel. C'est un grand coureur aussi. C'est lui qui est venu ici. Mais ça part, le mesurage c'est quelque chose, mais il y a beaucoup de travail à l'avance qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a une suggestion de parcours qui est faite par les gens de l'équipe. Moi, je vais le faire, Louis-Philippe va le faire. On a d'autres gens de l'équipe. Où est-ce qu'on s'envoie les parcours? Des suggestions à la gang. Et puis là, on regarde toutes sortes de détails. Comme par exemple, y a-t-il une traque de chemin de fer qui passe proche? Les hôpitaux, tout doit être considéré. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois faire de façon structurée, analyser. Puis aussi, on envoie des personnes tester le parcours. C'est-tu le fun? Tu sais, comme aussi simple que, par exemple, le marathon de Granby, qui s'en vient la semaine prochaine. On a les gens qui vont passer dans le parc national de la Yamaska. Ça a l'air beau, ça. Ça va être vraiment beau. Mais on a envoyé des gens tester dans quel sens que c'est plus fun pour le coureur. Puis aussi qui est plus difficile. Fait que c'est des choses comme ça. Là. On les envoie tester à l'avance. Le Philippe, Patrick Billette, c'est des gars de l'équipe qui vont. Ils vont en vélo, ils vont aussi comme quelqu'un qui part, qui va courir. J'ai-tu du fun? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Puis les impressions sont envoyées à l'interne. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est pour sécuriser ce parcours-là, qu'est-ce que ça nous prend? Est-ce que c'est trop? Comme par exemple, un site dans une ville où tu as une rue à chaque 10 mètres, peut-être que c'est pas la bonne place. Là. Un trop de virage, vraiment, il faut que tu regardes c'est quoi qui est raisonnable avec les capacités, avec le nombre de bénévoles que tu as besoin, d'analyser tout ça. Après ça, c'est quelle est la collaboration de la ville. Est-ce qu'eux veulent fournir, on parlait tantôt, est-ce qu'ils sont prêts à aider, à quel point? Si eux ne sont pas capables ou ils n'ont pas la volonté de faire de cet événement-là quelque chose qui les représente jusqu'à un certain niveau,
ben peut-être que c'était pas à bonne place. Ouais. Des fois, ça s'arrête là, la discussion. Comme par exemple, si tu peux pas avoir les barrières de foule qui sont positionnées au moment précis puis en bonne quantité, ben ça donne rien. Ouais. Si le nombre de policiers que la ville, que ça demande, c'est trop important versus l'événement, ben oublie ça. Mais ouais, c'est ça, ça avait été ça le problème à Montréal, justement, les barrières de foule. Mais je pense qu'elles étaient là, mais elles n'avaient pas été placées. Ça a l'air qu'il y avait un service qui avait cancellé la soirée d'avant. Mais c'est ça, quand tu le sais la soirée d'avant, ben, tu es censé avoir ça, le monde d'autres mondes qui vont remplacer. Puis c'est ça a l'air que l'organisation au Marathon de Montréal, dans ce cas-ci, il n'y avait juste pas l'effectif nécessaire. C'était comme croiser les doigts, puis le croiser les doigts, mais ça marche pas tout le temps. Des fois, il y a des périodes où les villes deviennent soudainement plus exigeantes parce qu'il y a un contexte international. Par exemple, quand à Nice, il y a eu l'attentat avec une voiture bélier qui est rentrée dans la foule, bien évidemment que les villes étaient beaucoup plus, entre guillemets, frileuses à accepter des rassemblements comme ça. Alors à ce moment-là, ben, justement, les organisations devaient un peu... Ce qui s'est passé à Toronto l'année passée, il y a 2 ans, le véhicule qui a foncé dans les gens, nous, ça a eu un impact là, certain. Il y a eu des véhicules béliers qui se sont placés dans la plupart des événements majeurs. Donc avec un contexte, on rencontre les corps de police et on dit ben, où est-ce qu'on met des véhicules dans le cas qu'il y aurait des personnes qui foncerait sur la foule. Ouais, puis c'est ça. Puis Toronto, ça, on m'avait dit, je sais pas si c'était connu, mais j'avais entendu dire il y a 1 an ou 2 ans qu'il avait failli pas le caler. Il avait failli le canceller avec 2 minutes à faire parce que c'est ça, la police disait c'est pas assez safe ou quoi, à quelques endroits. Puis finalement, ils ont réussi à le starter, mais c'est ça, quand plus c'est un événement majeur dans une grosse ville, plus il y a aussi ça, faut penser. Puis j'ai aussi l'impression que avec ce qu'on nous disait, l'organisateur disait souvent que c'était avec la construction à Montréal, c'est difficile. Je peux y croire, c'est sûr. Mais c'est ça, en tout cas, en général, ça semble que ça a rendu la job très difficile. Puis c'est ça, les rues qui étaient empruntées, on voyait qu'ils essayaient de pas prendre des rues trop importantes pour pas que, c'est ça, bloquer la circulation. Mais en même temps, moi je m'en fous un peu de quoi ça a l'air. Moi je cours juste pour la vitesse, mais mettons, je suis un monsieur, madame, tout le monde qui est là pour avoir du fun. Mettons que le bout de sa rue Ontario, tout droit, il devait être un petit peu long, surtout si tu vas à moitié de ma vitesse, puis tu fais ça. C'est ça. Fait qu'il y a aussi ça qu'il faut tenir en compte, c'est un balance de on prend des rues ou des endroits qui sont intéressants visuellement pour le courir, puis en même temps, on veut pas bloquer des gros endroits parce que sinon la ville va pas être contente, le monde va pas être content. Je suppose que souvent c'est le fun quand tu mettons le lac Brome, que tu as un beau lac, que tu là, je sais pas, est-ce que ça va sur une piste cyclable ou est-ce que ça va comme ça à la route? Sur la route. Ok, sur la route quand même, mais c'est ça, qu'au moins tu contournes un lac, ben tu vas pas bloquer, il n'y a pas trop de rues qui vont dans le lac, mettons. Non. Fait que au moins tu bloques un peu moins, mais c'est ça. Ça doit être tough faire le D'accord, faut-il avoir des policiers d'expérience qui comprennent c'est quoi, par exemple, si tu as créé une enclave, tu n'as pas eu le choix de créer l'enclave, puis des policiers qui permettent la circulation, mais à ce moment-là, ils savent quand encore faut-il qu'ils soient concentrés. Exemple, à la première édition de la course NDL, le départ est donné, tout le monde est d'accord, ça va bien, Bagdad Rachem est là. Et lui, c'est le premier à tourner. Mais le policier qui était sur le coin de la rue, sur Riverside, il jasait avec un chauffeur d'autobus. Pendant qu'il jasait, j'ai une autre voiture qui a passé. Puis Bagdad a fait comme « Hey! » Et moi, j'ai failli, la première édition de la course NDL, avoir une catastrophe. Coureur étoile frappé. Oui, des coureurs étoiles, tu sais. Je me serais démarqué assez rapidement. Mais écoute, c'est ça. Alors, faut par la suite, l'année suivante, moi, j'ai insisté sur un peu c'est les policiers, parce que tu les rencontres la journée d'événement, juste avant, tu leur parles. Là, il faut que tu t'assures un peu que ces gens-là aient déjà eu une expérience d'un événement de course à pied. Savoir c'est quoi, là. C'est niaiseux, mais il faut poser des questions. Là. Puis l'autre chose, c'est peut-être, mettons comme un événement plus important, tu vas avoir des directeurs de parcours qui vont avoir par secteur. Comme par exemple, je sais pas, là, pour nous, je parle du marathon de Granby qui s'en vient, mais juste le parc qui fait 20 km, il est divisé en 3 secteurs, puis j'ai un chef de secteur pour chaque 6-7 km.
lui aussi, il faut qu'il soit outillé pour faire son travail. Il met son nom un peu aussi en ton nom. Là. Fait que c'est question de dire où est tes crinqués, où est t'embarques, mais tu signes en bas toi aussi. Ouais. Fait que nous, on leur envoie un plan de sécurité. Qu'est-ce qu'on pense d'après ce qu'on a vu, puis aussi comment ça va se passer. Alors, sont où les barrières de foule, sont où les bénévoles, c'est quoi les directives? Chaque bénévole a une directive, une fiche. Puis lui, il doit l'étudier, il doit aller faire son travail aussi de savoir, bon, ben, j'ai combien de bénévoles, voici la liste des noms. Puis, excuse-moi, bénévole adulte et bénévole jeune, une distinction à faire aussi. Souvent, tu as plein de jeunes, mais. Au parcours, il faut faire attention. Là. Tu ne peux pas, dans des virages, mettre des jeunes parce que ces jeunes-là, ils peuvent faire. C'est différent. Là. Ça va être dur pour eux de dire, hey, non, passe pas la barrière. L'autorité, justement, tu leur donnes un dossard, etc. C'est pas évident, là, toujours. Puis même les jeunes, transporter une barrière de métallique, c'est lourd pour eux. Fait qu'il faut que tu comprennes ça. Puis qui tu vas avoir qui va faire une dernière ronde le matin pour être sûr que tout est mis en place partout. Il faut que tu en aies des personnes qui font ça. Ils vont se lever à 3 h du matin pour faire un dernier check-up. Puis c'est ça, ce qu'on est en train de jaser, ça relève selon moi une des plus grosses difficultés dans l'organisation. Ben, j'ai l'impression, je ne l'ai pas fait, mais c'est mon impression, c'est de déléguer, d'être bon à déléguer, à dire toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. C'est quoi, comment est-ce que vous y prenez pour bien déléguer? Parce que selon moi, c'est une grosse job. Puis j'ai l'impression qu'il y avait aussi ça qui est. J'ai l'impression quand on était au meeting d'avant-course, que là on avait dit au directeur de course, mais là, le parcours, nous, les élites, l'élite 1, mettons le premier coureur homme, puis la première coureuse femme, ils auront une moto pour leur ouvrir. Les autres, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Puis ils disent, ben, qu'est-ce que vous suggérez? On savait déjà un peu, ok, il y a un problème là. La phrase était... Ensuite de ça, on dit, ben, est-ce que tu pourrais dire aux bénévoles de se tasser d'un côté, de dire aux coureurs de demi-marathon, puis il était comme, ça va être compliqué, là, les bénévoles, c'est dur de leur. Tu sais, là, je voyais, ok, mais pas capable de déléguer, tu sais, il me semble. En tout cas, il faut d'abord, il aurait fallu que cette histoire-là des élites qui doivent passer les demi-marathoniens, mais en fait, tous les coureurs de marathon en bas de 3h30 qui doivent passer les demi-marathoniens, tout d'abord, là, il y avait un problème. Mais là, dans ce problème, juste de dire aux bénévoles, de dire au monde de se tasser d'un côté, c'était compliqué. Fait que je voyais qu'il y a un problème à déléguer là. Puis c'est ça, au final, c'est du monde random, du monde juste des spectateurs qui vont être peu aidés par moment, qu'un courait devant moi puis il criait « Tassez-vous, tassez-vous! » Mais je suis comme, c'est la job des bénévoles de faire ça. Fait que bref, c'est comment vous y prenez pour bien déléguer. Les temps de passage, on les connaît, puis les données sont là. Ils existent. Là. Fait que tu as les temps de passage par distance, puis quand tu fais ton plan de sécurité, tu l'envoies à la ville, puis aussi aux policiers parce qu'ils travaillent avec toi. Dans les gros événements, les policiers ont en détail combien de personnes vont passer à tant de kilomètres, à quelle heure, puis là, il faut tenir compte. Ok. Fait que vous le faites, ça. Oui, c'est ça. Mais c'est fou, j'en reviens pas comment ça n'a pas été fait pour le marathon. Ben, si ça a été fait, c'était n'importe quoi. Parce que, comme tu sais, toi, tu me dis, il faut que tu saches à tel point, tu vas avoir combien de coureurs. Qui est le calcul que moi et Ludovic Martin, on a fait. Moi, ce que je donne à la police, exemple, dans les intersections, je dis à telle intersection, tu vas avoir ton premier coureur à telle heure et ton dernier à telle heure. C'est ça que je leur donne pour chaque intersection. Alors, je prends mon plus rapide et mon plus lent. C'est sûr que j'ai juste 5-10 km à faire, puis ça tourne autour dans les rues de Saint-Lambert. Exemple, un marathon ou un demi-marathon avec des splits, ça va sûrement être encore plus complexe comme c'est sûr. Mais tu le sais, t'es supposé de savoir qui ferme. Ben, c'est ça que je me disais. Mais... Faut que tu le saches parce que tu as tes points d'eau. Les points de ravito, là, comme par exemple au marathon de Longueuil, le premier point de ravito, il est à 2 km du départ, mais ils sont 1700 arrivés en même temps. Combien de bénévoles qu'il faut pour 1700 personnes qui arrivent? Il faut que tes temps soient espacés. Ça, c'est le premier. On va dire que c'est assez simple. Nous, on sait que c'est 25 à peu près, avec les tables espacées, à temps de distance, les poubelles après. Bon. Mais après ça, tu arrives à certains moments sur le parcours où tu as plusieurs différentes distances qui vont merger ensemble. Fait que c'est le coureur du 5 qui arrive, le coureur du 10, le coureur du 21, le coureur du marathon, par exemple, que tout le monde termine dans la même arche de fin. Il faut que tu saches ça. Puis là, tu as les rapides parmi, comme qu'est-ce qui s'est passé. Comment que c'est géré cet aspect-là? Il faut que ça soit analysé, puis qu'il y ait quelqu'un sur place qui dit, quand ça arrive, ou à la limite, j'ai pas pensé parce que j'ai pas mis
une voie pour les plus rapides, ça c'est quelque chose qui aurait pu être fait. Oui. Peut-être, là. Mais, peut-être. Mais tu sais, il faut que tu t'ajustes à ce moment-là parce que sinon, l'expérience n'est pas le fun. Je dis pas que tu peux avoir. Tu peux pas. Il y a des parcours que tu peux pas avoir parfait. Oui, c'est sûr. C'est certain. J'attends pas la perfection. Ouais. Non, tu peux. Tu sais, comme par exemple, quand tu es pris dans un secteur confiné, puis tu as une horaire de temps qui t'est imposée, parce que la ville ne veut pas que ça dure trop longtemps non plus. Ouais. Des fois, c'est Eric, Eric, faut à midi que ça soit terminé, le dernier coureur soit rentré. Parce que sinon, les citoyens embarquent, les policiers, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Tu sais que tu vas devoir dealer avec un petit peu de coureurs rapides qui vont être parmi les plus lents. Ouais. Mais sinon, tu peux t'ajouter au niveau de l'horaire, tu peux t'ajouter de bien des manières. Ouais. Ben c'est ça, puis je suis content de savoir que ça se fait, du moins dans vos cas. Mais c'est ça que je comprenais pas. J'étais comme le Marathon de Montréal, une organisation de. Il y a je sais pas combien de milliers de coureurs, je pense que c'était 20 000 au total dans le week-end, quelque chose du genre, ou 15 000. En tout cas, bref, que pour une organisation de ce niveau-là, tu sais, moi puis un autre gars, on a fait le calcul, Ludovic Martin, puis on a fait comme, il me semble que ça marche pas trop. Non, On regarde les temps de l'année passée, ça marcherait pas, il y aurait trop de monde. Puis quand on s'est fait dire non, ça va être correct, ça va être assez large. Puis ça a l'air que la personne, elle estime très large les rues ou quoi, ou qu'elle estime que nous, ça va nous tenter de passer à l'extérieur complètement de la courbe. Fait que bref, au moins je suis content de savoir que ça se fait dans notre course, mais peut-être c'est parce que le directeur, lui, était plus habitué. Il avait une bonne réputation puis tout ça, mais peut-être qu'il était habitué au Ironman, que c'est une autre affaire. Que d'organiser un triathlon, c'est peut-être pas les mêmes défis. Là, se reproduit régulièrement. Là. Ouais. Je le vois dans d'autres événements aussi. Okay. J'en nommerai pas, c'est pas le but, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un départ du demi-marathon et le départ du 10 km, qui est 10 km plus loin, là, 11 km plus loin, sur un parcours linéaire, était une demi-heure après. Ça veut dire que nous, on partait, puis pendant que ça faisait 30 minutes qu'on avait couru, le départ du 10 se faisait. Alors nous, les plus rapides, on avait le temps de rattraper ceux du 10 km. Et je peux te dire que c'est du slalom, là, c'était beau à voir. Ouais. Mais c'est pas une science. Tu as beau le faire sur papier. Puis moi, je vais prendre un peu la défense du Marathon de Montréal dans un sens qu'il n'avait jamais fait ce parcours-là. Ouais. Il faut qu'il change de parcours à chacun. Ça, c'est un défi. C'est tout un défi, là. Parce que tu as beau le mettre sur papier puis le calculer. En réalité, comment ça se passe sur place. Ouais. Tu as toujours de l'ajustement à faire. Ouais. Mais qui va être capable de venir s'ajuster, puis comment, ça c'est quelque chose qu'il faut que tu sois prêt à vivre avec. Là. Ouais. Mais en tout cas, dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'il y avait même moi, pas fait par exemple, j'avais la deuxième édition de la course NDL, j'avais changé mes horaires pour que ça roule un peu plus. Ça a été super pour les coureurs, extraordinaire. Par contre, pour les automobilistes, ça a été l'enfer. J'ai dû rechanger comme avant. Pourquoi? Parce que pendant trop longtemps, il y avait des bouchons. Et les voitures attendaient pour pouvoir circuler. Tandis que là, je suis revenu à mon horaire de la première édition. Là, ça s'est mieux passé. Les coureurs, c'était plus espacé. Fait qu'il y avait des moments qui pouvaient se passer. Voilà. Donc, des fois, c'est des choses qu'on ne peut pas s'en rendre compte. Mais la deuxième édition, moi, j'ai eu beaucoup de plaintes citoyennes. Puis je dis, non, pourtant, ça a super bien passé. Ouais. Ça a été super pour les coureurs. Ils ont trouvé ça le fun. Il y avait de l'ambiance. Les marcheurs étaient en même temps que les coureurs d'un côté de la rue. Les marcheurs voulaient ça pour pouvoir... saluer des coureurs, mais finalement, maintenant, désolé, il faut revenir à avant parce que ça créait des bouchons pour l'automobiliste qui attendait 10 minutes. Ça, 10 minutes pour l'automobiliste, c'est énorme. C'est sûr. Puis aussi, c'est beaucoup. Ça dépend aussi. Ça dépend ce que tu fais aussi. Des fois, les gens, ils doivent aller quelque part. Non, mais c'est ça, je comprends si t'étais pas au courant de l'événement puis tout. Mais tu sais, d'habitude, c'est un peu ça votre job aussi, c'est d'avertir les citoyens de ça. Mais il y en a qui... Mais c'est ça, on les avertissait que vous voyez, vous avez juste à faire demi-tour puis vous sortir par là. Puis ça aussi, des fois... Il y a la collaboration, puis des fois, c'est pas toujours le cas. Parce que nous, le parcours était en tout temps, il n'était jamais enclavé, il y avait toujours des points de sortie vers Riverside qui étaient ouverts en tout temps. Mais quelqu'un qui a l'habitude de passer par telle rue et qu'on lui dit « fais un détour de 300 mètres par en arrière », ça peut être aussi dérangeant. Non, mais j'imagine juste ma mère qui se dit « je vais me perdre, je vais attendre. » Mais tu sais, elle te ferait pas chier, elle ferait juste « c'est correct, je vais attendre, c'est une course. » Mais bref. Mais c'est ça, il y a de tout. Alors, il faut s'ajuster à ça. Ça dépend aussi de l'endroit. Si tu vas à une place, au début, la Côte du 30 était à Brossard, par exemple.
Éric Fournier au quartier du 30. Puis quand on a repris le circuit, on a commencé, on avait des courses là-bas. Mais le quartier du 30 avait pris de l'ampleur, c'était rendu plus gros. Ouais. Puis les gens viennent magasiner. Ils veulent rien savoir d'événements sportifs. Vraiment, ils étaient très agressifs. Puis aussi, j'ai l'argent, je suis ici dépensé. Fait après, je ne peux pas passer. Ouais, c'est ça. Tu m'empêcheras pas de passer. Fait que c'est vraiment. Là, c'était super agressif. Puis là, ben, toi, tu veux gagner ton équipe. Fait que tu dis, OK, on prend la décision qu'on ne revient plus ici. Ouais, c'est ça. C'était pas le bon endroit. Parce que c'est pas une belle expérience en tant que quand tu travailles pour une course que quand tu dois te chicaner avec du monde qui sont bien agressifs dans leur gros SUV. Ben, si ton équipe n'a pas eu de fun, c'est fini. Ouais. Si ton équipe n'a pas de fun, c'est fini, tu dois arrêter tout de suite, tu passes à un autre projet. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est toi, tu t'assures d'avoir une équipe qui a du plaisir. Je pense que c'est ça qui est important. L'équipe est assurée d'avoir des bénévoles parce que là, je veux juste, excusez, là, je veux juste dire ce qu'on doit faire le jour J, le matin. Ouais. Juste pour que les gens soient conscients de l'ampleur de la tâche et qu'une personne ne peut pas faire ça. Ouais. Okay? Juste monter le site avec les tentes, sécuriser le parcours, que ce soit les cônes, les barricades. Rencontre le service de police avec les mesures d'urgence le matin, tu dis ok, tu donnes le go à l'événement. Coordonner les bénévoles, que ce soit dans la distribution des dossards, il faut que ça se passe bien, les gens veulent leur dossard vite, rapidement, ils veulent dire. Ils veulent être prêts pour leur course. Le parcours, les bénévoles dans le parcours, les bénévoles dans le point d'eau, pour les médailles, autant pour l'arrivée des médailles, se faire accueillir, mais former tes gens qu'il faut que tu laisses que le coureur reprenne ses esprits. Là. Alors, il faut se placer en retrait, il faut laisser un corridor de sécurité. Alors, c'est pas, ça aussi, il faut le réfléchir. Les médailles par catégorie d'âge, et ça, il faut placer un adulte qui donne ça. Parce qu'il y a des gens qui, des fois, pensent avoir eu des médailles, puis il y a des gens qui sont très, très sensibles à ça. Puis c'est correct, il faut respecter ça. Tous les autres services que tu as décidé de donner, que ce soit la garderie, la peine cadence, photographe, gérer les stationnements ou le stationnement, ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir. Les points d'eau, rencontrer ton animateur, donner une directive finale, rencontrer le service de chronométrage, t'assurer qu'il y a du courant, t'assurer que le système de son fonctionne, que tout soit bien géré. Tes vélos, que ce soit tes vélos ouvreurs, tes vélos fermeurs, une équipe mobile pour toute situation d'urgence. Pour moi, c'est un petit parcours de 5 km. Eric, avec un marathon, pas le choix de diviser ça en 6-7 km. Et tout le déroulement de l'événement, que tes départs soient à l'heure. C'est extrêmement important parce que si tu commences à connaître un départ, un retard, ben tout va tomber comme un effet domino. Là. Okay? À la fin, démonter le site, nettoyer. Maintenant, c'est important de nettoyer. On a eu des vidéos qui montraient le bordel. Mais c'est ça, on dirait qu'ils n'ont pas nettoyé à Montréal. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais ça, il faut prendre la peine de faire le tour parce que sinon, après, la ville garde un mauvais souvenir de ton passage. Ben oui, mais parce que c'est clair, là, le monde qui court vite là, ou qui sont focusés, ils vont pas nécessairement viser parfaitement la poubelle. Puis... Après l'événement. Moi, j'ai vu la vidéo qui disait les marathoniens. C'est pas le marathonien. Les marathoniens, oui, peuvent faire un parti, mais l'organisation doit passer. Ben c'est ça, là, quand tu cours vite, là, tu sais. Comme par exemple, pour avancer, les gens sur les raftos, ils ont des gros râteaux. Ouais. On leur donne des râteaux pour qu'ils ramassent tout. C'est ça, voilà. T'es pas supposé rien laisser. Non, c'est ça. C'est ta carte de visite, là. C'est ça. Tu sais, ça, ils blâment les marathoniens, mais je suis comme, non, c'est l'organisation qui doit... À un moment donné, c'est sûr, si là, tu jettes ton gel en plein milieu, entre deux stations, normalement, ok, ben là, c'est un peu toi, mais là... Moi, je prends toujours mon gel juste avant une station, comme ça, après ça, je peux le washer. Moi, j'adore lancer, viser la poubelle, et quand je l'ai, je me dis, ok, ça va bien. Des fois, je le rate, je me dis, oh, est-ce que ça m'a-tu porté ma chance? Mais c'est ça, mais tu sais, c'est pas la faute des marathoniens, c'est la faute de l'organisation. En tout cas, quand la personne blâmait dans son vidéo, moi, j'étais comme, ben là, c'est chiant pour ces personnes-là, parce que t'es en train de suer, t'es en train de... Dans ta tête, tu penses pas que ça ne sera pas ramassé. Ben c'est ça, tu t'attends à ce que ça le soit, parce que c'est pas si pire que ça. Passer un râteau un peu, puis... Seule chose, c'est que je demande aux participants de laisser leurs déchets sur le parcours. Oui, c'est ça. Mais ça arrive que des fois, il y en a qui le prennent et ils jettent sur le terrain du voisin. Nous autres, on ramasse le parcours. Si on le voit pas, on paraît mal aussi. Là. Mais laisse-le en avant ou laisse-le sur le côté du trottoir, on va s'en occuper. Le jour J, c'est une journée de fou, là, mais c'est pas fini. Parce que le jour d'après, il faut carrément remercier
régler tous les petits problèmes liés au chronométrage. J'ai pas un bon chrono, gérer ça avec les services de chronométrage. J'ai déjà eu des expériences par le passé qu'il faut que tu t'occupes de ça. Publier les photos, les gens attendent ça. Il faut que tu t'assures que ça vienne le plus vite possible. Parce que le monde, là, sinon ils vont prendre juste les petites photos un peu pas super que leurs amis ont pris, mais là, si t'es capable de sortir ça vite, ça fait de la pub, là, c'est super. Et communiquer pour les médias. Ouais. Donc, s'il y a des dignitaires, etc., il faut tout gérer ça. Et aussi te rencontrer avec ton équipe un post-mortem le plus rapidement possible. Parce que c'est à chaud, là. On vient de le vivre. Voir c'est quoi qui a changé, quoi améliorer, qu'est-ce qui s'est bien passé. Ça c'était pour un petit événement. Ouais. Course NDL, 1100 personnes. Ouais. Alors, on peut imaginer l'ampleur que ça peut prendre. C'est pour ça l'importance d'une équipe. Et aussi, l'appel aux bénévoles. Beaucoup de coureurs qui sont des fois blessés ou qui ne peuvent pas, ils veulent tout simplement... profitez-en de venir donner un coup de main, être dans l'esprit, communication, à l'organisation, pourquoi pas. Alors, c'est ça, c'est le nerf de la guerre, les bénévoles. Sans eux, là, et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de les remercier. Sans eux, c'est juste pas possible. Ça n'existe juste pas, l'événement. Non, c'est ça, parce que c'est ça, s'il fallait que tu payes les bénévoles, ça coûterait trop cher faire un événement, ça coûterait 100$ l'inscription, puis que tu as besoin des bénévoles. Mais c'est ça, dans le cas du rock'n'roll, je dirais que c'est un peu particulier parce que tu en as besoin de beaucoup. Puis à un moment donné, il faut qu'ils soient entre guillemets payés dans le sens que faut que rock'n'roll donne un peu d'argent à leur organisation qui fournit parce que rock'n'roll c'est for profit à 100%. Fait que ça serait tellement weird si t'es bénévole pour une compagnie. Rock'n'roll, eux, c'est pas une affaire communautaire. Là. Eux autres, c'est big business, puis that's it. Puis c'est correct là, d'être for profit, mais un moment donné comme tu veux bien donner un bon service à ton monde. Puis soyez bénévole pour des causes qui vous tiennent à cœur. Si la course est liée à une cause, ça peut aider. Mais si la course n'a qu'un objectif mercantile, ben c'est la moindre des choses à ce moment-là d'aller payer, pas les bénévoles, se doter de travailleurs si on veut. C'est comme ça. Une course que tu sais qui va offrir un vrai service aux coureurs, puis à la ville. Mais c'est sûr que les bénévoles, c'est important, mais on s'est rendu compte quelques années que les groupes de bénévoles, il faut que tu les rémunères de manière. Tu n'as pas le choix. Ouais. C'est quoi? C'est la meilleure des choses. Ouais. Parce qu'ils deviennent un peu tes courses. Ouais. Par exemple, des gros événements, je peux en avoir 5-6 groupes. Ouais. Mais je donne un montant à chacun qui Bon. va en fonction de leur assiduité. Ouais, combien il y en a. Combien il y en a, puis il y a quelqu'un qui prend une présence. Puis tant mieux, on s'en vante pas. Ouais. Peut-être des gens dans l'équipe disent « Hey, Eric, tu vas peut-être s'en vanter de... Mettons que ça fait 6 sachets qu'on remet. Ouais. C'est pas grave, c'est entre nous autres. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se présentent. C'est ça. S'ils sont 20 puis qu'ils me disent qu'ils sont 20, qu'ils se présentent, ils sont 20, je suis content. Ouais. Fait que ça, c'est après ça, ils sortent avec un chèque. Tant mieux, ils ont eu quelque chose, ils ont eu un repas, ils ont eu un chandail, c'est une belle expérience. Il y a une belle expérience, ça. Ben tu vois, là, c'est encore d'autres affaires que je réalise, crime. Moi, c'était mon impression. J'ai pas organisé de course. C'était mon impression que d'habitude, c'est ça qui se fait. C'était ça qui s'était passé un peu une fois de notre équipe AVM avec le 21K Banque Scotia, qui est pas le marathon de Montréal. Ça, c'est l'autre demi-marathon de Montréal qui est en avril. Puis là, j'avais l'impression que c'était un peu ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé avec Montréal, encore une fois, que c'est ça qu'ils ont pas. Ils ont dû couper, puis là, ils en donnaient pas assez aux bénévoles. Fait qu'il y a moins de bénévoles qui se pointent, comme de fait. Mais c'est ça, fait que ça se passe aussi dans vos courses, puis c'est ça. T'as pas le choix. C'est ça, bon, une crème. Moi, dans la course NDL, j'ai énormément de bénévoles adolescents, donc je dois gérer aussi peut-être des absents de dernière minute. Ouais. Mais moi, mes bénévoles élèves, je les mets dans des points où je le sais qu'ils sont en sécurité, ils sont corrects, parce que aussi, il faut que tu assures leur sécurité, le bénévole. Et nous, c'est des bénévoles adultes qu'on est assoiffés d'eux, là, on en a besoin, là, parce qu'ils ont une autorité, ils t'aident un peu à tempérer les automobilistes, etc. Donc, c'est extrêmement important. C'est comme un look, je me souviens, je te voyais le matin, puis là, t'étais comme, là, j'ai besoin de bénévoles adultes, là. Est-ce que je peux avoir un bénévole adulte? C'est denrée rare, parce que c'est ça, les adultes, ben, ils ont une job, ils ont ci, ils ont ça, fait que c'est ça, leur emploi de temps est plus occupé. Les enfants, souvent, c'est un peu plus facile d'avoir, mais c'est ça, il faut que eux, tu les mets au poste d'eau, tu les mets à tel ci, ça, remise de médailles, d'affaires de même. J'ai toujours des belles expériences. Par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Sébastien Jossa, puis il vient courir. Mais ça, il va être présent à puis ses parents veulent être dans un des coins pour voir leur enfant passer.
il est rendu adulte, mais ils sont là, ils sont présents, puis ils veulent être présents pour encourager leur gars, mais ils disent tant qu'à encourager notre gars seulement à l'arrivée, ben, je vais donner un coup de main. Donc, je salue ces initiatives-là, c'est super le fun. C'est ça que ma blonde vient aux courses, puis là, t'as toujours Marie-Lou qui dit « Hey, tu peux-tu être bénévole pour la FQ? » Ah, ok, parfait. Mais c'est ça, un jour. Il va falloir que je vous laisse, je vais vous laisser finir le podcast. De toute façon, je pense qu'on s'approchait de la fin. Mais c'est ça, merci d'être venu. C'est très apprécié. J'ai un peu plus une idée c'est quoi tout le travail qui est derrière l'organisation d'un événement. Puis, en tout cas, de ce qu'on a jasé, j'ai l'impression, je suis pas commandité pour ça pantoute, mais j'ai l'impression que les courses thématiques, il y a un calcul qui est fait derrière ça, puis j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu, ça run toujours bien. Donc, pour ceux qui se cherchent des courses à faire, on a Granby qui est la fin de semaine prochaine. Le demi puis le full, le full va vraiment passer dans le parc. Sinon, on a quelle autre course? On a le demi-marathon de Longueuil qui s'en vient le 13 octobre. Ouais. On attend près de 500 demi-marathoniens, ce qui n'est pas rien. Là. Okay. C'est un hyper rapide celui-là. Là. Ceux qui veulent faire le meilleur temps, là, il est vraiment plat. Pas beaucoup de virages. Ton record va tomber Phil Dupuis, parce qu'on donne des bourses quand le record est battu. Puis avec Alvaro cette année, là, avec leur programme, à chaque fois il faisait sacré parce que Eric, aujourd'hui, 3 records battus, il faut que je sorte. J'ai coûté cher. Vraiment. J'ai vraiment coûté cher. Son budget, là, élite, là, parce que j'ai réussi à faire inviter une vingtaine d'athlètes par événement environ. Ça aussi, c'est un coût. Mais également, il y a des records de parcours et des bourses qui sont systématiquement attribuées pour des distances cibles. Alors, c'est ça. Autant je travaille pour la course NDN, autant je travaille un peu avec Eric dans ce volet-là, juste pour créer quelque chose de plus. Parce qu'à un moment donné, il faut également, comme organisation, quand tu commences à te consolider, puis OK, tu as ta routine, mais il faut que tu innoves. Parce qu'il faut que tu offres que ton produit soit bonifié, parce que les gens, ils vont dire « OK, je suis allé, là, c'est beau, j'ai fait le tour. » Non, il faut que tu offres quelque chose de différent, d'intéressant, pour que les gens aient le goût de revenir année après année. Ouais, puis c'est ça, là, vous avez avec la nouvelle initiative des maillots pour les courses thématiques. Des maillots. Si tu veux décrire ça un peu, juste vite fait. Rapidement, on s'est inspiré du Tour de France. Alors, comme c'est des courses thématiques, on prend un thème. Alors, il y aura 7 maillots, un jaune, un vert, un blanc, un noir, etc. C'est selon les distances parcourues et selon aussi si tu es un jeune, si tu es un vétéran. Et donc, chaque maillot il y a un système de points qui se donne selon la distance et il y a un classement cumulatif. Mais cette année, c'est comme une espèce de... C'est embryonnaire, on le fait juste un peu à la dernière minute parce qu'on veut juste démarrer ça pour l'année prochaine. On a même créé un comité qui va réfléchir à faire en sorte que ça soit plus officiel l'année prochaine avec un système de points où les gens vont se dire « Ok, là, moi, j'ai telle cible, etc. » Et ça va être un peu plus gros. Là, cette année, on teste ça, mais le gala aura lieu à Saint-Hilaire on va remettre des maillots thématiques selon les couleurs. Je pense aussi que quand tu dis que tout est évolutif, le milieu a changé puis est rendu à un point qui n'était pas là il y a 3 ans, 4 ans. Puis je m'inclus là-dedans, dans le sens que il y a 3 ans, 4 ans, si je demandais, notre circuit était un peu plus petit, puis le montant qu'on donnait en bourse, il était assez élevé relativement par rapport au circuit. Puis quand 3 ans, 4 ans, peut-être même plus, quand je demandais aux gens, « Hey, peux-tu juste m'aider à faire connaître un peu le circuit? » Parce que moi, quand il y a des bons défis, puis que les gens parlent de mon circuit, ça m'aide, moi, de mon côté, à faire de la promotion. Des fois, c'était mal perçu. Mais aujourd'hui, je pense qu'au contraire, les gens embarquent pas mal plus, puis quand ils voient quelque chose qu'ils aiment, c'est très, très positif. Là. Donc, tu as la critique négative, mais tu as aussi l'appréciation. C'est quelque chose qui est pas mal plus intéressante aujourd'hui, qui était moins là. Puis ça m'aide beaucoup là, à mettre de l'avant les bonnes performances. Parce que si tu mises trop sur l'élite, tu as les coureurs qui sont débutants. Ils vont se sentir pas, ils vont pas exactement. Fait que c'est un peu tout le temps un jeu de balance. Un jeu de balance. Des fois, il y a des publications qui disent encore l'élite. Mais il y a des personnes qui viennent dire oui, mais attends une minute, là, c'est aussi tu dois t'inspirer des meilleurs.
Puis aussi... C'est excitant, tu sais, à ta course, tu vas voir ce monde-là. C'est pour ça que nos ambassadeurs, on les choisit pas selon des performances, on les choisit pour Granby, c'est une malvoyante qui va être... Mais c'est un peu ça. C'est ça, on va chercher un peu, on sent... Tu veux gratifier aussi la détermination, c'est qu'est-ce qui va t'arriver dans la vie. Il y a des personnes qui se remettent de blessures, là, qui reviennent, tu sais, comme Terry Gale, par exemple. Moi, je vais vous laisser. Dans 55 minutes, je suis dans une liste je suis un départ. Vous pouvez continuer, désolé, gang. Vraiment, désolé. C'est bon, bonne course, Alva. C'est pas trop long. Ouais. Mais on veut s'inspirer des gens qui inspirent les autres. Là. Ouais. Terry Gale, quand il vient, tout le monde est content de le voir. Ah ouais. C'en est d'autres. Là, j'espère, Myriam Grenon, peut-être qu'un jour, qu'elle va revenir dans le milieu. Je sais qu'elle elle avait une grande blessure, mais c'est quelqu'un que moi, que je voyais courir, que j'allais à la Coupe du 30, j'étais vraiment inspiré. Là. On est tous inspirés par des personnes. Puis, moi, le seul conseil que j'ai comme organisateur, c'est va t'entourer de personnes qui vont t'amener quelque chose que toi, tu n'as pas. Là. Ouais, avoir une équipe complète. Puis... C'est ça. Si on est tous pareils, si on est tous des Rick Fleury, ben probablement que ce serait pas le fun. C'est ça que je veux dire. Si tu as des gens qui amènent quelque chose de plus, qui sont meilleurs que toi, ben let's go, il faut qu'ils soient meilleurs que toi. Dans quelque chose, mais tu leur donnes, faut que tu leur donnes la pôle aussi. Si tu dis que tu es meilleur, ben je te donne le dossier, mais fais-le comme il faut. Si tu veux tout contrôler, ça c'est une erreur d'organisateur. C'est ça, ouais. J'en ai vu d'autres, je parle pas du marathon Montréal. Moi j'en parle, mais en tout cas. Toi tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Mais moi j'en ai vu que qu'il a tout contrôlé à leur manière, 100%, ben ça donnait quelque chose qui était fade aussi. Ça donnait quelque chose que les gens avaient, les chefs d'équipe, les gens n'avaient pas le goût de travailler pour eux. Puis je le comprends en même temps, d'avoir des fois organisé des petites affaires, pas des courses, pas de la même envergure, mais juste quand j'organise de quoi, je veux que ça soit bien fait, puis souvent, moi, ma manière de voir que c'est bien fait, ben c'est fait de même, mais c'est ça, c'est un talent que ça prend pour être un bon organisateur, c'est d'être bon à bien déléguer, comme on disait, que ton équipe, tu la choisis bien à la base, puis aussi que tu vas être... T'as pas besoin que ça soit fait. Tu veux que ça soit bien fait, mais t'as pas besoin de le faire toi-même pour te dire, moi, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit moi qui le fasse, parce que sinon, tu dois être à 20 endroits à la même place. Tu dois être à 20 endroits au même moment dans une course, ça marche pas. Il faut que tu sois capable de dire, telle personne, je sais qu'elle va bien le faire, puis je lui fais confiance, je fais 100% confiance, puis elle va bien le faire. Ben, le choix de l'équipe, on a parlé un petit peu, c'est critique. Dans notre cas, la plupart des personnes, c'est des personnes qui m'ont sollicité parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire meilleur que nous autres. Ça, c'est la. Puis, à place de dire que je prends la critique, je prends un café avec. Ah ouais, qu'est-ce que tu peux apporter? Ben, je t'engage. Mais par contre, tu vas accepter que je vais te critiquer plus que la plupart des participants. Es-tu prêt? Tu m'as critiqué moi comme organisation. Es-tu prêt à prendre la critique après? C'est ça. Fait que si tu es capable de prendre la critique comme tu me la donnes, let's go, vas-y, t'as le dossier, mais je vais être sévère envers toi. Puis il faut que tu sois capable de la prendre, la critique, parce que c'est sûr, à chaque course, même si tu l'organises parfaitement, c'est sûr que tu vas avoir du monde quand même qui vont chialer, tu sais. Puis c'est normal, il n'y a rien de parfait. On en fait des erreurs aussi. Puis après ça, ben, c'est vivre avec l'erreur. Mais c'est pour ça que les sondages, là, c'est automatique après chaque événement. Le sondage s'envoie aux participants, puis le sondage l'envoie à tout le monde. Fait que tout le monde de l'équipe le reçoit. Si, par exemple, un secteur s'est pas bien passé, bien, la personne doit répondre à tout le monde. Fait que des fois, ça les met dans la situation où ça les choque. Regarde, c'est comme ça que tu apprends. Tu l'as dans la face. Tu l'as dans la face. Les participants te disent que c'est bon ou c'est pas bon. S'ils adorent, tant mieux, t'es correct. Mais encore là, je m'attends à ce que tu t'améliores et que tu aies des recommandations. Quelqu'un qui me dit tout est beau, ça marche pas. Tu peux pas dire tout est beau. Ça va jamais être parfait. Mais tu veux toujours à chaque année trouver de quoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer un petit peu à l'événement. Est-ce que telle zone, ça pourrait être amélioré? Parce qu'on n'a pas trop parlé, mais tel aspect compétition. C'est un milieu qui est rendu hyper compétitif. Oui, c'est ça qui c'est ça, il y a plein de... c'est ça, on va jaser un peu en cahier, là, mais c'est ça,
si on regarde même les taux, c'est ça, les courses, il y avait un gros essor, ça montait les nombres de participants, comme tu disais, que c'était passé jusqu'à un moment donné 4000, tout ça. Mais là, les dernières années, là, on commence à voir que ça réduit, puis il y a plusieurs facteurs qui expliquent, entre autres, la multiplication des événements, puis que maintenant, c'est si on regarde overall, je pense que la participation aux courses, que c'est juste de la course, on réduit. Mais c'est à cause que tu as des Spartan Run, des affaires des Zombie Run, des Color Run, 1 million d'affaires. Fait que c'est ça, c'est ultra compétitif. Le monde, ils vont là, ils vont là. Comment toi un peu tu deals avec ça? Les statistiques sont là. Ouais. Comme par exemple, toi aussi, tu as l'impression des participants qui te parlent beaucoup. Puis tu peux apprendre des erreurs des autres. Il faut surtout que tu apprennes les erreurs des autres, les autres organisations. L'organisation qui s'est plantée à cause de telles choses, je m'attends à ce que tout le monde de l'équipe s'en jase. Il ne faut pas qu'on fasse cette erreur-là. Tu veux pas que ce soit toi qui la fasses. Et ça, c'est la première des choses. Quelles sont les erreurs de cette année qui ont été faites par qui? Puis qu'est-ce qu'on fait pour apprendre de ça? Je te donne un exemple. Il y a quelques années, un Tour du Lac-Brome, effectivement, on sentait que 3500, 4000, on était pas mal atteint notre limite. Okay. Peut-être qu'on l'avait dépassé parce qu'il n'y avait pas assez d'offres de course. Tu sais, comme par exemple 4500, c'est le plus qu'on a atteint. On l'a peut-être dépassé parce qu'à ce moment-là, quand on est 4500, il n'y avait pas Sherbrooke, il y avait plusieurs événements qui n'étaient pas en place, fait que le monde cherchait des événements. Fait qu'ils allaient à celui-là parce qu'ils ne trouvaient pas d'autres. Exact. Fait que là, c'est quoi ta participation naturelle pour un tel événement? Si tu étais over the top, tu étais par-dessus de qu'est-ce que toi tu aurais dû offrir. Fait que là, tu dois l'établir, si tu 3000, c'est ça. Mais en même temps, tu vois la compétition qui est comme des courses obstacles, comme tu dis. Puis il y avait un gros événement qui arrive à Bromont, puis on voyait que c'est gros. La ville, le Bromont, embarquait beaucoup là-dedans. Puis on posait la question à la ville. Vous mettez beaucoup d'efforts là-dedans, moi j'ai pas de problème, mais est-ce qu'ils vont être là dans 5 ans? À 200$ la participation, c'était. Tu peux te poser. C'est parce que tu es au Québec. Là. Si tu es au Québec, dans telle région, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour tel événement? Si tu mets 200$, 150$, 100$, peut-être que les gens trouvent que c'est trop cher, puis là tu dois regarder, là, vraiment. Mais l'événement n'est plus là. Mais tu sais, la première année a attiré 8000 personnes. C'était énorme. 8000, puis à 200$ la personne. Non, c'était très cher. C'est Tough Mudder. Mais c'est ça. Deuxième année, on voit que ça descendait. Mais c'est un événement qui coûtait très cher à mettre en place. Les infrastructures, il fallait créer des murs. C'est ça, exact. C'est gros, c'est immense. C'est un peu ça que tu dois un peu regarder, la compétition. Puis comment est-ce que notre compétiteurs ont réagi entre nous. On essaie de penser que même si on est compétiteurs, on peut être chum pareil. Tu sais, comme les meilleurs, tout un bon coureur. Comment tu réagis avec tes chums de course? C'est ça. C'est quand même, c'est sûr, quand on court, on essaie de se battre là, mutuellement, de finir en avant de l'autre, mais après la course, on jase. Ah ouais, toi. Ah ouais, moi j'ai cassé à tel moment, pis ça. Tant mieux, mais c'est pas tout le monde qui réagit pareil. Tu sais qu'il y en a que de versus la compétition vont prendre ça très personnel, c'est ça. Mais c'est la même chose dans les organisations. Des fois, il y a des points que je vois à gauche, à droite. Il y a quelques années, c'était raide. Les couteaux volent bas. À un moment donné, c'était très raide. Puis ça venait nous chercher. Il y avait un peu de bashing qui se passait. Puis ça s'est calmé, puis c'est tant mieux. Il faut que ça reste sportivement. C'est le mot qui doit être à la fin. Là. Parce que c'est ça, si tu essaies vraiment juste de d'attaquer d'une organisation à l'autre, c'est pas bon pour toi, pour vos organisations. Si on calcule, ok, toi tu vas le faire à quel moment, toi tu vas faire quel type, puis ça peut se compléter. Oui, puis tu as des humains en arrière. C'est sûr que, comme on a quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, même nous autres comme organisateurs, on les voit passer les commentaires. C'est sûr que des fois ça nous blesse. Là. C'est plate, ça nous démotive, ça blesse, ça a des impacts qui sont pas le fun pour personne en réalité. Ça, c'est quelque chose
point de vue compétition, il faut regarder. Puis en même temps, il ne faut pas nuire. Il y a des personnes que tu ne veux pas nuire. Bon, on a plein d'organisateurs qui sont amis. Puis on ne veut pas se nuire entre nous. On veut se positionner pour s'aider, faire grandir la course à pied. Pas. Si tu crées 2 événements, que les 2 sont à perte parce qu'ils sont trop proches géographiquement, qui gagne? Il n'y a personne qui gagne en réalité. Ouais. Alors, c'est un paquet d'éléments qu'il faut regarder. Puis les commentaires des gens de ton équipe après la course, puis des participants, ben, tu sais, comme nous, on est dans les salons. Il y en a qui ne sont pas. Nous, on est dans les salons. On avait notre kiosque au salon du Marathon de Montréal. Mm-hmm. On est à Ottawa chaque année. Ben, c'est-tu la publicité qu'on fait qui est rentable pour nous? Mm-hmm. Non. Ce qu'on distribue, c'est le fun, mais ce qui est plus important, c'est une bonne expérience. C'est de parler au monde. Ouais. Parce qu'on n'a pas, quand on organise, on n'a pas le temps. Ouais. On a les sondages, mais là, c'est direct. Ouais. Puis les gens, souvent en personne, vont être moins gênés. Puis ils vont nous faire les commentaires, puis les suggestions de plus qu'ils ne feraient pas sur un sondage. Ouais. Donc, en personne, c'est vraiment notre source. Ouais. C'est là que tu as les meilleurs commentaires. Tu sais comment l'organiser mieux, t'améliorer. Puis tu sais c'est quoi, qu'est-ce qui va attirer qu'est-ce qui attire dans ton circuit. Ouais. Tu sais c'est quoi ton identité. Si tu l'as pas et bien évalué au départ, ben c'est à toi de le regarder puis de t'ajuster. Ça c'est certain. L'autre chose, c'est la présence de terrain. On veut que tout le monde de l'équipe passe par ça. Comme cette année, j'avais des personnes différentes parce que je veux que ces personnes-là entendent des participants qu'est-ce qui est aimé chez nous, qu'est-ce qui n'est pas aimé. Et quand ils reviennent dans l'événement ensuite, ben là, ils sont capables de mieux s'ajouter puis de mieux réagir. C'est pas un one-man show. C'est vraiment tout le monde qui doit être capable de prendre le pouls puis tout le temps. Puis le pouls, il change tout le temps. Ouais. Comme là, c'est l'aspect environnemental qui ressort beaucoup présentement. Tant mieux, c'est le cas. Ça nous pousse à l'interne de revoir nos façons de faire, puis c'est parfait. Puis tu veux que ça soit de quoi de vrai, puis que c'est pas de la pub. Parce que Montréal, ça m'a frustré parce que il disait oui, on fait attention d'avoir moins de copes d'eau à la fin. Puis là, t'avais du monde que comme il passait le fil d'arrivée, puis là, il n'y avait pas d'eau. Puis là, c'était comme. Ça, c'est juste du greenwashing. Tout le long du parcours, le monde pitchait pareil. Là, tu veux de quoi qui va être concret. T'sais. Si tu peux pas rien faire pour ça, ok, c'est correct, mais tu fais autre chose qui va être bon ou quoi. En tout cas, ça m'avait vraiment frustré de cette affaire-là. Mais bref, pour rester dans le positif, ben moi, j'ai bien hâte. Je pense que je vais jaser avec Alvaro. Parce que justement, le Granby, là, c'est quand même intéressant. Il y a un 250 pour le gagner, puis un autre 250 pour un record. Fait que je vais peut-être m'essayer un petit test pour Toronto. Fait que j'ai hâte de ça, mais j'ai bien hâte. À date, j'ai jamais eu l'occasion de faire une des courses thématiques, je pense pas, jusqu'à présent. Donc ça va être ma première expérience, mais j'ai bien hâte d'essayer parce que j'ai entendu que du positif. Puis de goûter au bon repas. Je pense que c'est. J'osais avec ma blonde, je disais, je vais peut-être faire cette course-là. Puis là, je lisais, un spaghetti. Hein? Puis là, elle a fait, moi aussi, je veux le faire. Fait que bien hâte d'essayer ça. Puis sinon, pour voir toutes les courses. Dans le fond, toi, les courses thématiques, c'est-tu toi qui organises toutes? Ou c'est quoi exactement comme regroupement? C'est-tu toi qui gères toutes ces courses-là? Ou... Oui, c'est notre groupe qui organise toutes les courses. Puis vous en avez combien, là? On a 8. 8 courses, pareil. C'est 20 000 quasiment une au mois, là, tu sais. Ben, techniquement, en fait, même plus, parce que tu enlèves le mois de novembre. Novembre, est-ce que vous en avez une? Non. Ben, cette année, on a le Saint-Hilaire qui a été déplacé au 3 novembre. OK. Normalement, c'est octobre. C'est octobre, ouais. Ouais, fait que on enlève novembre, décembre, janvier. Non, ben, notre circuit, au niveau du calendrier, si on commence début avril, on termine en octobre. Ça suit la saison pas mal, qu'on trouve le... C'est ça. Puis à l'été, on prend un break. Après Lac Brome, on a quasiment 2 mois. OK, fait que c'est quasiment aux 2 semaines, les courses, là. Ce temps-ci, c'est très intense. Ouais. Puis on a au début de l'année, où est-ce que le mois de mai, juin, c'est qu'à l'été, avec la chaleur, on n'aime pas trop ça. Ouais. On sait jamais. Ouais. Fait qu'on a course nocturne qui est le soir. Ouais. On est moins à risque. Ouais. Mais tu sais, on a eu des offres d'organiser, puis
à 30 degrés et plus, là. Moi, j'ai pas de fun comme organisateur. Ouais, parce que le stress d'avoir une masse à la conscience. Quoi. Vraiment. Ouais. Je suis chanceux jusque date, là, près de plus de 100 000 participants, j'ai pas eu aucune fatalité. Ouais. Mais j'en veux pas non plus. Mais j'ai peut-être eu comme 20-25 cas qui étaient très très graves. Ouais. Puis bref, je dormais mal. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est clair. Là, puis c'est ça, plus t'as une grosse organisation, plus t'as de courses. C'est clair, à un moment donné, c'est stressant. Là, on le voit pas, nous, quand on court une course, on court, puis là. Puis là, s'il y a quelqu'un qui est mort, ça fait une nouvelle, mais à part de ça, nous, on a fait notre course, on est content, on joue avec le monde, mais c'est ça, quand t'es organisateur, chaque participant, tu t'en préoccupes comme l'organisateur du Marathon de Montréal, il disait c'est comme mes enfants. J'en doute pas que c'est pour chaque organisateur, tu veux que chaque participant ait une bonne expérience. Ben, tu sais, froidement, tu as une assurance 5 millions qui est là. Ok, mais ça c'est froid, je le dis froidement. Ouais. Parce que ça t'enlève à rien. Ouais. Le 5 millions, il est là, mais si tu n'as pas bien réagi rapidement, ben peut-être que tu vas te tenir responsable pareil. Ouais. Si l'assurance, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour chacun de nos événements, on leur envoie notre plan de sécurité et d'intervention. Si on le suit pas, on est dans le chenoute. Ouais. Fait que si eux, ils t'assurent à condition que tu mettes des équipes en place. Ouais. Avec raison. Tu sais, comme pas envie d'assurer un événement tout croche que tu as des décisions. Non, mais aussi, tu sais, comme par exemple, Tour de l'horloge qui est début avril, la première année, c'était au mois de mars, puis il y avait de la glace puis de la neige partout. Ouais. Il y a des gens qui se sont peut-être cassés le coude ou qu'est-ce qui se passe avec ça. Ouais. Puis, fait que c'est des discussions, il faut que tu aies. C'est qu'est-ce que tu as fait, puis la réponse avait été écoute, si tu mets du sel partout, que tu prouves que tu as passé avec un équipement industriel tant de fois, puis le parcours, tu as tout fait pour le sécuriser, tu es correct. Mais il faut que tu avertisses les participants aussi de faire attention, puis de ne pas se lâcher juste dans les virages. Ouais. Puis au final, on va faire ça en avril, puis ça va. Mais tu sais, quand il arrive des trucs comme ça, les premiers répondants doivent te faire des rapports aussi sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment que ça s'est passé. Ouais. Puis ton service d'ambulance, est-ce qu'il était averti, est-ce qu'il était pas loin. Puis la chaîne de communication, comment qu'elle est faite, comme qu'est-ce qui s'est passé à Montréal, on sait pas tout, on a entendu des trucs là. On attend le rapport. Là. C'est le rapport qui va le dire, mais si dans la chaîne de communication, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail, mais est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui devait le reprendre? Ouais, c'est ça. Tu veux toujours avoir un backup à un moment donné. Là. Moi, je demande que quand il y a des cas graves, que je sois informé, que ce soit par message texte ou d'une quelconque manière. Mm-hmm. Je reçois un message texte, Eric, attention, j'ai un cas très grave près de l'arrivée. Puis, c'est quand le suivi qui va se faire. Ça, c'est quelque chose que nous, on a en place. Moi, là, ce que j'ai vu du Marathon de Montréal, c'est qu'on a eu, à un moment donné, on a rencontré l'équipe médicale qui s'en occupait. Puis, écoute, c'est une solide équipe. Mm-hmm. Vraiment solide équipe, là. Vraiment avec des médecins, puis des plans d'intervention qui étaient vraiment, vraiment, vraiment bien faits. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, mais moi je peux dire que l'équipe qui est en place. Médicale en tout cas. J'étais vraiment impressionné. Vraiment, vraiment sur la coche. Ouais. Fait que je questionne pas ça. Là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. On va voir. On va bien le voir dans les prochains jours. Mais c'est ça. Fait que si, en tout cas, pour moi j'ai l'impression, d'après nos discussions, puis aussi de ce que j'ai entendu en général dans la communauté de coureurs, que ces courses-là, les courses que tu t'occupes sont bien runnées. Donc si ça vous intéresse, une course que vous aurez des toilettes au départ, que vous aurez pas à, mettons, trop vous faufiler, même si vous êtes très rapide. Toutes ces choses qu'on a discutées qu'il faut penser. Puis d'avoir le bon parcours, ça c'est clair, d'avoir un parcours qui est mesuré à coche. Je vous conseille d'aller checker sur le site dans le fond, coursethématique.com. Googlez courses thématiques, vous allez le trouver. Puis c'est ça. Puis on avait Alvaro que lui, il s'occupe de la course, la course NDL. Donc ça aussi, j'ai eu une très belle expérience là-bas, je l'ai faite. Puis c'était super. Donc si vous cherchez, ça c'était en avril. Je crois fin avril ou début mai. Début mai. Ouais, début mai. 5 mai, je pense que c'était l'année passée. Une belle course aussi. C'est ça. Sinon, on a dit quoi à plugger?
Non. Moi, on l'a déjà plugué. On parlait de la course à pied, c'est assez. Bon. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être déplacé, d'être venu. Je sais que tu es bien occupé ces jours-ci avec. En ce moment, c'est le gros rush. Tu as une course, le week-end prochain. Puis tout ça, il faut que tu sois sur le site la journée d'avant. Comme je t'avais dit, on avait essayé de booker ça. J'avais dit, ben là, le samedi prochain. Non, moi, je suis à Granby samedi prochain en train de tout m'assurer que c'est tête. Merci d'avoir pris le temps de faire un passage ici. On souhaite bonne course à Alvaro qui court dans 35 minutes au cross des couleurs, je crois. Saint-Laurent. Cross Saint-Laurent. Ouais. Voilà. Sur ce, bonne Merci. course. Merci. Parfait.